Aujourd'hui, notre cours va porter essentiellement sur un thème important du programme intitulé le droit. Nous n'allons pas seulement nous limiter sur la notion de droit, mais nous allons essayer de mettre le concept de droit en rapport avec notre concept très important, qui est le concept de devoir. Mais bien avant qu'on arrive à ce rapport entre droit et devoir, nous allons d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qu'on peut entendre ici par droit. Parce que lorsqu'on emploie le mot droit, droit, ça veut dire ce à quoi ou ce avec quoi l'individu bénéficie d'un certain nombre de jouissances, d'un certain nombre de privilèges, d'un certain nombre de jouissances, il faut dire en quelque sorte, pour permettre à l'individu de bénéficier de la jouissance de ses libertés et de ses privilèges que lui offre non seulement la loi, mais aussi la nature. Et donc, en prenant le droit, dans le sens philosophique, nous allons nous intéresser à la définition kantienne. Et Emmanuel Kant nous dit que le droit est l'ensemble des conditions sous lesquelles la volonté individuelle de l'un peut s'unir et s'associer à la volonté individuelle de l'autre conformément à une loi universelle de liberté. Et lorsqu'on prend dans le sens juridique, le droit peut désigner ici l'ensemble des prescriptions juridiques dont l'inobservation est passible de sanction. Et lorsqu'on prend ce droit, ça suppose que le droit peut s'écrire avec grand D, ça peut être le droit objectif, et ce même droit peut s'écrire aussi avec petit d, et c'est ce qui peut être appelé ce droit subjectif. Donc, nous avons ici droit avec grand D qui revient au droit objectif. On peut l'appeler droit objectif, tout comme aussi on peut l'appeler droit positif. C'est-à-dire l'ensemble des textes qui régissent le fonctionnement, qui régulent la société. Droit pénal, code pénal, code civil, constitution, code minier, code foncier, etc. Et l'autre qui s'écrit avec petit d, droit, qui devient droit subjectif. Droit subjectif, c'est-à-dire un droit accordé à un individu. Donc ici, ça va être un ensemble de prérogatives. Un ensemble de prérogatives offertes à l'homme. Un ensemble de prérogatives offertes à l'homme par la nature et la société en vue de jouir pleinement de sa vie. Un ensemble de prérogatives offertes par la nature et la société à l'individu en vue de jouir pleinement de sa vie. Donc, c'est ce droit qui s'écrit avec petit d en rapport avec le devoir qui va être l'objet de ce cours. Maintenant, lorsqu'on prend le devoir a un sens moral. Un sens moral. Et lorsqu'on dit que le devoir a un sens moral, ça veut dire que ça interpelle la conscience de l'individu. Interpelle la conscience de l'individu, la conscience de l'individu à s'acquitter, d'un certain nombre de responsabilités, morales. De responsabilité morale. Donc, le devoir interpelle la conscience de l'individu, l'envoie vers sa tâche morale à accomplir et que l'on n'a pas
besoin de lui dire qu'il doit le faire, étant donné qu'il sent suffisamment qu'il est responsable. Devoir d'un père de famille à l'endroit de ses enfants, devoir de l'individu envers Dieu, envers la religion, envers la société. Donc, c'est un ensemble de normes, de prescriptions sociales et morales auxquelles l'individu fait face, sans que l'on ne lui impose un certain nombre de contraintes. Et ces normes-là, bien entendu, sont inculquées à l'individu à partir de sa naissance. Et c'est pourquoi on parle de la socialisation. Ça part de la socialisation. Et la socialisation, c'est l'acte par lequel un individu intériorise les normes sociales et l'emprise que ces normes sociales-là exercent sur l'individu et la modification ou les modifications que cela entraîne dans son comportement. Il est né dans une famille, il a grandi dans une société, il a fréquenté une école, il appartient à une religion. Alors, toutes ces sphères sociales-là, ce cadre social-là, trouve des normes, des prescriptions à lui enseigner. Et je crois qu'à partir de là, il cherche à réglementer sa conduite vis-à-vis de cela. Et c'est pourquoi le sociologue français Émile Durkheim a été très clair là-dessus. Lorsque ma conscience parle, c'est la société qui parle à moi. Émile Durkheim, lorsque ma conscience parle, lorsque ma conscience parle, c'est la société qui parle en moi. Ce qui veut dire que l'individu a intériorisé les normes sociales. Et lorsqu'il intériorise les normes sociales, ces normes sociales-là vont avoir une certaine emprise sur lui et vont de facto modifier son comportement en le rendant une personne, un statut social. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de lui dire voilà, ça c'est interdit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il connaît déjà ses devoirs. Parce que ces devoirs-là lui ont été inculqués dès son bas âge dans la famille, à l'école, dans la société, la tradition, les coutumes, les mœurs, les us, etc. etc. Donc, le devoir interpelle la conscience de l'individu à harmoniser sa conduite en commun accord avec les prescriptions, les normes, les règles édictées par la société. Parce que l'individu se trouve traqué entre la satisfaction de ses désirs instinctifs et les exigences de la vie en société, ce qu'on appelle ici la pression sociale. Donc à partir de ce moment, alors il est interpellé à réglementer. Donc dans ce sens-là, alors on n'a pas besoin de lui dire que ça c'est interdit, ça c'est pas interdit. Et donc si chacun faisait son devoir, alors personne n'allait réclamer ses droits. Si chacun faisait ses devoirs, on n'allait pas avoir besoin de construire des prisons, de construire des gendarmeries, de la police, d'avoir des tribunaux, des palais de justice, etc., etc. Si chacun suivait sa conscience en fonction de l'éducation de base, en fonction de l'intériorisation des normes de sa société, le mal n'allait pas triompher. Et c'est ce qui a fait dire à Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, il dit la conscience. La conscience, ce tribunal de l'homme. La conscience, c'est tribunal de l'homme. Tribunal de l'homme. Et lorsqu'il dit la conscience, c'est tribunal de l'homme, ça veut dire que notre conscience est notre juge. Il nous juge. Si nous faisons une chose bonne, à travers notre conscience, nous nous rendons compte. Et si nous faisons encore une chose mauvaise, alors à travers notre conscience, nous nous rendons compte. Et c'est la différence entre la morale et le droit. Parce que la sanction morale
est une sanction humiliante. Ça interpelle la conscience du sujet moral, de l'agent moral qui agit. Ça interpelle sa conscience. Parce qu'il se reproche, il va avoir des remords, il va avoir le regret, il va avoir la déception de l'acte immoral qu'il a posé. Mais on ne va pas l'envoyer en prison à cause de cela. Mais si c'est le droit, on ne regarde pas le statut de l'individu, c'est l'acte posé et que les sanctions sont prévues par la loi et il subit de facto la rigueur de la loi. Donc c'est pourquoi on ne pouvait pas rentrer en profondeur de ce thème, de cette leçon, sans pour autant avoir une vision panoramique sur la notion de droit et la notion de devoir. Une fois de plus, le droit dans le sens de cette leçon désigne ici un ensemble de prérogatives offertes à un individu par la nature et la société en vue de jouir pleinement de sa vie conformément à une loi en vigueur. Étant donné que le devoir a un sens moral et interpelle la conscience de l'individu à s'acquitter d'un nombre de responsabilités morales. Et cela se passe bien entendu par la socialisation, c'est-à-dire l'intériorisation des normes sociales par l'individu et la transformation que cela modifie dans son comportement, les modifications que cela apporte au niveau de son comportement. Maintenant, lorsqu'on vient au niveau de ce droit, dans le droit, avec petit d, nous avons au 1 les droits naturels. Les droits naturels, ce sont les droits que l'individu possède sans que ça ne vienne d'une législation institutionnelle ou de qui que ce soit. Donc, ce sont des droits que nous possédons et qui nous sont offerts par la nature. Et parmi ces droits-là, vous avez le premier droit qui est la mère de tous les droits, le droit à la vie. Le droit à la vie est le droit le plus sacré et inaliénable de l'homme. Parce que c'est la mère des droits, c'est le père, c'est l'apôtre, c'est le fondateur des droits. Et puisque si tu entends que tu as droit à la nourriture, tu as droit au logement, tu as droit à ceci et cela, c'est que tu vis. Donc ce droit, même si l'individu est en prison, il a droit à la vie. Donc, vous avez également le droit au logement. Le droit au logement. Le droit au logement. Vous avez le droit à la nature, qu'on appelle à la nourriture. On a le droit à la nourriture. Nous avons également le droit à la sûreté de sa personne. Le droit à la sûreté de sa personne. Le droit à la sûreté de sa personne, etc., etc. Donc, ce sont des droits naturels auxquels nous pouvons facilement jouir sans pour autant subir des influences d'autrui, sinon c'est des droits, même s'il n'y a pas de texte réglementaire, ces droits-là existent de façon naturelle. Et de l'autre côté également, vous avez ce qu'on va appeler ici les droits sociaux. Les droits sociaux. Et lorsque vous prenez les droits sociaux, vous avez le droit à l'éducation, le droit à l'éducation. Ici, on peut aussi ajouter le droit au logement social, le droit au logement social, le droit au logement social. Oui, on a également le droit au travail, le droit au travail. Nous avons le droit à un emploi décent, un emploi décent, le droit à une assurance maladie, le droit à une assurance maladie,
Et ce sont des droits, etc., que nous pouvons citer, qui sont des droits essentiels, des droits que l'État doit, en quelque sorte, garantir à ses citoyens. Si vous prenez par exemple le droit au logement social, même si le droit au logement est pour un départ un droit naturel, mais aujourd'hui on l'a rendu un droit social, puisqu'on voit que les gens n'ont pas les moyens de se donner un abri. Sinon, par endroit, on dit un homme, un toit. Un homme, un toit. Ou on peut dire un homme, une maison. Parce qu'on a pris l'exemple sur les animaux. L'oiseau qui vole dans l'espace, quand la nuit tombe, l'oiseau trouve son nid où passer la nuit. L'animal qui erre dans la brousse, quand la nuit tombe, l'animal trouve un trou où passer la nuit. Idem que pour le poisson. Mais regardez l'homme qui est supposé être l'animal supérieur, par essence et par quintessence, n'a pas un habit, n'a pas un toit pour lui. Il est obligé d'aller loger sur autrui. Alors que l'oiseau ne loge pas chez un autre oiseau pour payer la location. L'animal ne loge pas chez un autre animal pour payer la location. Le poisson ne loge pas chez un autre poisson pour payer la location. Il n'y a que l'homme qui est considéré être un animal supérieur, doté de conscience, qui n'a pas d'abri, qui est obligé d'être appelé locataire. Et donc, il va de la responsabilité de l'État d'assurer ce droit au logement social, pour que ceux qui n'ont pas les moyens puissent les posséder. Ensuite, auprès de ces droits sociaux, vous avez ce qu'on va appeler ici les droits civils, les droits civils et civiques, qui peuvent être liés au droit à la nationalité, le droit à la nationalité, qui est uniquement lié aussi à la citoyenneté, le droit au mariage, le droit au mariage, le droit au mariage, le droit d'appartenir à une religion, etc. Ce sont des droits civils et civiques. Vous avez également ce qu'on va appeler ici les droits, les droits politiques. Les droits politiques. Quand vous prenez les droits politiques, c'est que si le citoyen a droit au vote, il y a le droit au vote par exemple, vous avez le droit aux conditions d'éligibilité par exemple, le droit à l'éligibilité, l'éligibilité pour une élection par exemple, à être candidat à une élection, selon les conditions d'éligibilité. Et à côté de ça également, vous avez les droits économiques. Les droits économiques, qui peut être le droit d'entreprendre, le droit d'entreprendre, ok? Le droit d'entreprendre, le droit de fonder une entreprise, etc., une entreprise. Le droit à la propriété, droit à la propriété privée, il y a tout cela. Le droit à la propriété privée. Donc vous avez tous ces droits qui s'improvisent et qui s'imposent même à l'individu. On n'a même pas besoin de le dire. C'est comme si on vient un peu au niveau des droits sociaux. Vous allez voir que les citoyens ont également droit à l'eau, droit à l'eau, à l'électricité, etc., etc. C'est des droits fondamentaux qu'il faut aussi ajouter là. Maintenant, lorsqu'on prend les devoirs du citoyen, ok? Vous allez voir que lorsqu'on prend les devoirs du citoyen, ces devoirs-là peuvent être quoi? Devoir envers la famille, on a ça, devoir envers la famille, devoir envers Dieu, okay? Devoir envers l'État,
etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de devoirs que le citoyen possède. Et c'est justement lorsqu'il parviendra à accomplir ses devoirs qu'il peut se permettre de réclamer ses devoirs. C'est pourquoi un sujet au bac indiquait clairement avec l'affirmation d'Auguste Comte, nul n'a le devoir, nul n'a le droit que de faire son devoir. Auguste Comte. Auguste Comte. Nul n'a le droit que de faire son devoir. Nul n'a le droit que de faire son devoir. Et lorsque Auguste Comte dit ici que nul n'a le droit que de faire son devoir, c'est une phrase très courte, mais une phrase très douée de signification profonde qui montre ici à suffisance que le devoir de l'individu est tributaire d'un certain nombre de droits, mais à condition qu'il accomplisse cela. Donc si l'individu est titulaire de droits, si l'individu est titulaire, de droit, il est aussi débiteur de devoir. Peut-être dans un cadre beaucoup plus juridique, on va parler d'obligation, mais restons dans le cadre strict du cours, nous allons parler de devoir. Il est débiteur, c'est-à-dire qu'il a des dettes vis-à-vis de la société. Donc, il est là, il est titulaire de droit, il a droit à un certain nombre de privilèges, mais cela ne fait pas en sorte qu'il ne soit pas soumis à un certain nombre de devoirs. Donc, en ce sens-là, le devoir devient une source de droit. Donc, l'accomplissement de son devoir. Ça veut tout simplement dire que si chacun faisait son devoir, personne n'allait réclamer ses droits. Si chaque citoyen s'acquittait de ses devoirs, personne n'allait réclamer ses droits. Personne n'allait réclamer ses droits. C'est-à-dire que si chacun au sein de la société s'acquittait honorablement de ses devoirs, ça veut dire que personne n'allait être là pour réclamer ses droits, puisque l'accomplissement du devoir entraîne de facto la jouissance du droit. Donc, c'est comme si le devoir était un facteur de contrainte de la liberté, de restriction de la liberté, c'est-à-dire que le devoir restreint un peu la liberté de l'individu, puisque pour qu'il jouisse de sa liberté, pour qu'il jouisse de ses droits, il faudrait qu'il accomplisse ses devoirs. Donc ici, on va dire dans un terme beaucoup plus clair que pour jouir de ses droits, le citoyen doit s'acquitter, de ses devoirs. Pour jouir de ses droits, le citoyen doit s'acquitter de ses devoirs. Et la preuve est là. Donc, les citoyens ont droit à l'eau et à l'électricité. On va prendre un exemple comme ça. On droit à l'eau et à l'électricité.
à l'eau et à l'électricité. En même temps, ils ont le devoir de payer leurs factures d'eau et d'électricité. C'est un exemple aussi palpable. C'est-à-dire que si le citoyen a besoin de l'eau, s'il a besoin de l'électricité, il a l'obligation de payer ses factures d'eau et d'électricité. Donc, l'État a le devoir. L'État a le devoir de fournir l'eau et l'électricité à ses citoyens, et les citoyens ont le devoir de payer les factures d'eau et d'électricité. Donc, le petit jeu qu'on va avoir à faire ici, c'est quoi? C'est qu'à partir de ce seul exemple, voilà ce qui va être essentiel. On va dire ici que le droit de l'État est le devoir du citoyen. Et le droit du citoyen est le devoir de l'État. Voilà. Donc, il y a une sorte de contrat social entre les deux, entre le citoyen et l'État, puisque le citoyen a l'obligation de payer les factures d'eau et d'électricité, et l'État aussi a l'obligation de fournir l'électricité et l'eau à ses citoyens. C'est comme si on dit, l'enfant a un devoir d'obéissance à l'égard de ses parents, et les parents également ont un devoir de protection vis-à-vis de leurs enfants. Donc voilà, grosso modo, le rapport entre droit et devoir. Et c'est un sujet très civique, ça participe de la citoyenneté, et je crois que ce cours-là va servir aux candidats au bac, il va les servir, et je crois que, espérons que la prochaine fois, d'autres sujets soient plus pertinents que ça, et je vous remercie.